Salut à tous, on se retrouve pour la dernière partie, partie 4 du piège de Nashmoon. Je vous rappelle que c'est le dernier livre de croisade, je vous rappelle que c'est là où on trouve le lore le plus avancé, qui est officiellement reconnu par Games Workshop, hors publication Black Library. Donc c'est une source quand même assez intéressante pour voir vers où se dirige l'univers de Warhammer 40 000. Maintenant, est-ce que encore dans celui-ci, on va avoir une fin un petit peu ouverte où aucun personnage ne va disparaître, on va être sur une grande égalité, ou au contraire, cette fois-ci, on va avoir une fin beaucoup plus déterministe avec un engagement plus fort sur l'avenir. Je vous laisse faire votre pari en commentaire, n'hésitez pas à participer comme ça. Je vais même essayer de faire un petit sondage. Je ne sais pas si je vais m'en rappeler parce que souvent je fais un truc et je ne me rappelle pas une fois que j'ai fini mon montage et tout, mais je vais le noter. Sondage, je le note, voilà, sondage, et on fera un petit sondage. N'hésitez pas à le faire avant d'avoir vu la vidéo parce qu'après c'est trop facile. Là on en était resté, Sainte Célestine contre Arkin Worldclaimer, un combat que j'ai trouvé vraiment peu intéressant parce qu'il durait trop peu de temps. Moi j'aime que ça prend un peu plus son temps. Là c'est vraiment, vous l'avez vu normalement dans la vidéo d'avant, elle arrive, elle le voit, elle fonce vers lui, elle rate sa première esquive plus ou moins, sa première passe d'armes et au bénéfice d'Arkin. Arkin la blesse, elle regarde sur le côté, elle voit une corniche, elle voit cette corniche, elle a l'avantage de la hauteur, mais elle appuie pas cet avantage parce qu'elle voit que Junit Erudita est en train de se faire encercler et que va sans doute succomber prochainement. Et son devoir, au-delà de tuer Arkin, c'est aussi de sauver Notre-Dame des Martyrs. J'ai eu un doute. Et elle se dirige donc directement vers ce combat-là en délaissant Arkin, en se promettant que, elle viendrait lui faire sa fête une fois que ce serait terminé, une fois qu'elle aurait sauvé Junit et l'ensemble, bien sûr, des sœurs qui sont encore en vie en train de se battre. Arkin la laisse faire, ça c'est vraiment le passage qui m'interpelle, parce que lui décide de continuer son avancée pour prendre possession de la place forte impériale, plutôt que de tuer la Sainte Vivante, ce qui aurait été quand même une victoire plus que significative, parce que ça aurait eu un impact énorme bien sûr sur le cours du combat. Alors en tout cas, ce qu'on nous dit aussi, c'est que l'arrivée de Sainte Célestine n'avait bien sûr pas été prévue par Arkin, ni par l'ordre militant, donc par les sœurs de bataille, et que ça désorganise bien entendu la ligne de front, mais que fort de leur expérience, tous vont continuer vont se réadapter en fait à cette nouvelle situation. Donc on sent quand même que Sainte Célestine, elle a un impact énorme sur la bataille. Donc elle rejoint Junit, et quand elle arrive vers Junit, il y a un petit passage qui est assez sympa, c'est qu'elle arrive vers elle comme ça. Alors on nous dit à la manière d'un ange vengeur, donc il y a quelque chose qui doit être assez impressionnant, et Junit, bien sûr, a le souffle coupé parce qu'elle est devant la Sainte Vivante, celle qui porte l'armure de Sainte Catherine, celle qui est la parole de l'empereur. Elle reconnaît pleinement, évidemment, sa sainteté, et elle se prend des remontrances. En fait, on a Sainte Célestine qui lui dit: je sais que tu as envie de te sacrifier et je sais que tu penses que c'est la bonne chose à faire, mais ce n'est pas à toi de juger, car seul l'empereur Dieu peut juger de la valeur de notre sacrifice. Et là, on a vraiment Junit qui blêmit, et on sent au fond d'elle, bien sûr, une rage incommensurable, mais c'est la Sainte Vivante. C'est la parole de l'empereur Dieu qui est devant elle, et donc elle ne peut pas remettre ça en cause. Et cette colère, du coup, elle la retourne contre elle en se disant: mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Et elle voudrait répondre quelque chose, mais c'est comme là, elle ne sait pas quoi dire en fait, parce que ses paroles meurent sur ses lèvres. Elle n'y a rien à dire. Elle sait qu'au fond, Sainte Célestine a raison. Et ce sacrifice, qui bien sûr permettrait de causer d'énormes dommages encore au chaos, aux forces du chaos, ne serait qu'une maigre victoire, étant donné que ça signerait la fin de la résistance sur cette planète, sur Sangatera, et que le rôle de Junit, c'est de mener plus de combats et de faire perdurer la lutte pour ne pas faire triompher le chaos. Donc, elle reprend sa colère en elle, elle regarde un petit peu autour d'elle, elle voit bien sûr encore les forces du chaos, mais elle va accepter cette ordre, requête, vous me direz, mais elle va accepter en fait cette injonction, en tout cas de Sainte Célestine, et elle va ordonner le repli, ce qui est quand même assez étonnant. Alors après,
Chose aussi, moi, qui m'étonne, c'est elle va demander cette évacuation. Alors déjà, dans la vidéo d'avant, je vous avais dit que comme l'inquisiteur Cartovalnus demandait aussi cette évacuation, je me demandais bien d'où est-ce que ça pouvait venir. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est qu'est-ce qui va l'évacuer ? D'où viennent les vaisseaux qui vont l'évacuer, ces transporteurs. On sait bien sûr que le ciel est à majeure partie contrôlé par les forces du chaos. L'orbite, il n'y a aucun débat, c'est uniquement les forces du chaos. En plus, peut-être que dans la dernière vidéo, je vous parlais de la voie de l'empereur qui était ces canons de défense orbitaux, et je me disais, ils n'ont pas eu un impact très fou, et quelqu'un m'avait répondu en commentaire, oui, mais peut-être qu'en fait, justement, ça empêchait Arkin de s'approcher, donc là, on peut imaginer, alors, même si ça n'a pas été vraiment mis en avant, même si on imagine que cette hypothèse était ok, bah là, ces canons ne sont plus là, donc il n'y a vraiment rien qu'empêche les vaisseaux d'être en orbite assez basse, et de pouvoir facilement s'occuper d'un vaisseau de transport, je sais pas, je vois pas vraiment ce qui peut les évacuer, hormis vraiment des vaisseaux assez costauds, et qui passerait pas inaperçu avec tous les croiseurs du chaos. On a plus de 1000 vaisseaux qui sont dans l'atmosphère et qui sont bien sûr en train de cibler ce qui se passe au sol. Donc là, j'avoue que c'est un passage qui m'étonne parce que je vois pas d'où viennent ces renforts. Alors, autre chose, on refait un petit passage sur les capacités stratégiques d'Arkin. Arkin, en fait, il a fait en sorte, en prenant le spatioport, d'amener un flux continu de véhicules, et ce flux constant permettait justement de maintenir Junit dans une sorte de situation où elle ne pouvait pas reculer. Parce que si elle reculait, elle se faisait encercler. Et alors là aussi, j'avoue que tactiquement, je vois pas trop le truc. Si elle recule, elle se fait encercler, alors que si elle bouge sur place, elle l'empêche de l'encerclement. Alors peut-être qu'on peut imaginer qu'elle tient une sorte de passerelle qui empêche justement au cercle des forces du chaos de se refermer sur elle. Je pense que c'est quelque chose de ce style-là. Mais en tout cas, c'était voulu par Arkin. C'est-à-dire qu'Arkin avait prévu que la force de caractère de Junit lui ordonnerait de ne pas céder le terrain. Et c'est un pari qu'il a fait, donc bon, on ne se rend pas trop compte encore de quelle chose il a pu engager là-dedans, quelle valeur il a misé sur la table, mais en tout cas on nous dit que c'était un pari risqué, mais que ce pari avait été remporté parce que Junit était prêt à décéder sur cet endroit-là, à faire le martyr. Mais voilà, l'intervention de Sainte Célestine, qui en plus est venue faire la morale à Junit, et qui peut-être même n'est pas tombé dans le piège. Et le piège, c'était justement un combat qui aurait duré avec Arkin. Et c'est là où peut-être on peut se rétablir un petit peu et on peut se dire, ok, le combat qu'on a vu juste avant entre Arkin et Sainte Célestine, c'était vraiment pas fou, mais c'était peut-être un piège justement de Arkin pour empêcher Sainte Célestine de porter la parole de l'empereur à Junit, et que Junit comme ça s'entête dans son martyre et finisse tout simplement par disparaître. Alors que en continuant le combat, elle empêcherait peut-être la prise de Sangatera. Donc voilà, là ça prend une dimension qui me paraît un peu plus sympathique, et puis même si c'était pas le cas, je préfère l'interpréter comme ça, je trouve ça quand même beaucoup plus séduisant. Autre chose aussi maintenant sur les forces d'Arkin, c'est qu'on nous dit qu'il a pris en charge vraiment de prendre ce centre de commandement avec ses propres forces de la Black Legion. Alors il ne doute pas que les autres forces de la Black Legion soient bien sûr dévouées à Abaddon, mais ce qu'il compte surtout, c'est sur le fait que ce soit ses troupes à lui qui prennent ce spatioport, et enfin qui prennent cette forteresse, afin que Abaddon sache que c'est Arkin lui-même qui lui a offert cette victoire. Et c'est quelque chose qui est encore bien sûr assez important, mais vraiment il y a cette image de Arkin Worldclaimer est très intelligent et il pense très loin. Et on n'est pas du tout sur, encore une fois, ce barbare qui est juste là pour crier, gesticuler dans tous les sens. Et c'est vrai que la différence entre la première vidéo que je vous ai faite sur Arkin, et où il était en train de tourner dans son centre stratégium, à s'énerver, à pas être capable de dire 2-3 mots, et là, toute la capacité tactique qu'il arrive à développer, ça fait un contraste qui est assez saisissant et qui met vraiment en avant que il n'est pas arrivé là par hasard, et que si Abaddon lui fait confiance, encore une fois, ce n'est pas uniquement parce qu'il s'est crié plus fort que les autres. Alors Junit a un plan, elle va pas simplement s'en aller comme ça, elle va organiser cette retraite stratégique. Le principe, c'est qu'elle a demandé en fait à toutes les forces encore viables de venir se rejoindre en un point afin de créer une sorte de fer de lance. Ce fer de lance, elle va l'utiliser avec des troupes d'élite, elle va vraiment utiliser la rapidité qu'elle peut avoir avec encore les séraphines, avec les escouades blindées, les escouades mobiles, pour aller
faire comme ça des petits points d'insertion sur les lignes du chaos au nord-ouest. Ces attaques, elles ont pour but de faire revenir en défense la Black Legion, et c'est ce qui se passe. La Black Legion, voyant qu'il y a un dernier baroud d'honneur de Junit, ils vont concentrer vraiment l'ensemble de leurs forces en défense, parce qu'on a quand même, et aussi un petit peu du Mechanicus qui vient prêter main forte. Enfin, on a vraiment tout ce qu'on peut trouver encore de l'Impérial. Alors, on n'a pas beaucoup d'Astra Militarum qui sont mis en avant, on n'en parle quasiment pas. Je veux bien aimer qu'on parle un tout petit peu aussi de l'Astra Militarum. Là, on a vraiment l'impression qu'il reste vraiment plus que des sœurs de bataille qui sont en train de se battre. Mais voilà, cette force-là, en tout cas, va attaquer au nord-ouest. Les forces de la Black Legion vont se mettre en position défensive, et dès qu'ils sont bien campés sur la position, dans des bunkers, dans les zones bien protégées, Junit ordonne de partir au sud-est directement. Et c'est là où Sainte Célestine vient faire barrage avec ses Zéphirines, ses Germinae. Alors on imagine aussi peut-être encore ces petites colombes aux ailes de neige qui bloquent les forces de la Black Legion pour l'empêcher justement de rattraper Junit qui est en train d'évacuer. Et ça va fonctionner, étant donné que bien sûr on ne peut pas passer comme ça forcément Sainte Célestine. Et voilà. Alors, chose qui est assez intéressante, c'est que on nous dit que Arkin, Worldclaimer, avait prévu, alors pas l'arrivée de Sainte Célestine, parce que ça prend tout le monde par surprise, ils n'avaient pas prévu l'arrivée de Sainte Célestine, mais les impériaux non plus, c'est-à-dire que la Chamonesse n'avait pas prévu que Sainte Célestine allait arriver, et chacun essaye justement de se relever de ce coup un petit peu dur, parce que forcément pour la Black Legion ça a coupé leur avance, donc il faut se réorganiser, ça crée une force très mobile, très puissante, donc il faut essayer de la gérer. Encore une fois, c'est vraiment étonnant que Arkin n'ait pas fait le choix de poursuivre Sainte Célestine, il a fait le choix de continuer à attaquer le bastion de commandement. Je pense que là, c'est un petit peu étonnant, en fait. Je pense que c'est un peu étonnant parce que la victoire morale de tuer Sainte Célestine, ça aurait fait tomber le moral impérial, et forcément ça les aurait aidés, et surtout pour la Black Legion, surtout les Night Lords aussi, on peut imaginer qu'il y a un seigneur Night Lord qui aurait pu pouvoir avoir envie de comme ça continuer. Donc c'est assez étonnant. Après par contre, chose qui peut me faire changer d'avis sur le combat qu'on a eu avant entre Arkin justement et Sainte Célestine, c'est que Sainte Célestine, elle a compris très rapidement que Junit allait décéder et que ce martyr allait causer la victoire du chaos, parce que ce ne serait pas suffisant. Et peut-être qu'on peut supposer qu'Arkin, comme il est très malin, comme il est toujours présenté comme un personnage très malin, et encore plus ici, je reviendrai dessus après, peut-être qu'il avait prévu justement que Sainte Célestine pourrait venir interférer, et qu'il a préféré justement, et qu'il voulait en fait engager le combat avec Sainte Célestine pour l'empêcher d'aller prévenir Junit et de raisonner plus ou moins Junit, et qu'il avait pris le pari en fait de réussir à encercler la Chamonesse, et puis voilà, avec un étau se resserrer au fur et à mesure, et quelles que soient les pertes, museler la résistance impériale. Et bien sûr, Sainte Célestine est arrivée et n'est pas tombée peut-être dans l'appât du combat de Worldclaimer, et est partie sauver Junit. Alors voilà, ça c'est une interprétation que je fais un petit peu, qui me paraît quand même plus élogieuse pour le récit plutôt que ce qu'on a eu avant, où simplement il vient faire un combat, Arkin, voilà, il allait se passer, alors que quand même c'est une pièce de choix. Mais voilà, ça me paraît assez intéressant. Alors après, sur Arkin, je vous disais qu'il est présenté de façon très subtile, parce que là, en fait, il nous dit aussi que sur les attaques qu'il a choisi de faire, il fait bien attention à ce que les troupes qui sont en train de se battre soient celles qui lui sont le plus fidèles, c'est-à-dire vraiment ses guerriers personnels de la Black Legion. Et il le fait pour une bonne raison, il le fait pour tenir éloignés les autres seigneurs du chaos de la Black Legion, afin que Abaddon ressente cette victoire comme étant offerte par Arkin et personne d'autre, afin que ce soit lui, bien entendu, qui récolte les lauriers. Et ça, c'est encore une fois assez intéressant, parce que entre la première vidéo que je vous avais faite sur Arkin Worldclaimer, où on le voyait vraiment comme un gars en train de crier à tout, enfin, un gars qui était juste bon à crier un ordre, à prendre une tablette, à l'envoyer à la visage des autres, dès que quelque chose se passait mal, tac, il déchiquetait la personne sur le bureau, etc. Enfin, vous voyez, quelque chose de très basique, de très violent. Et là, on a vraiment cette image où c'est un fin tacticien, même j'ai envie de dire, dans tout ce que j'ai pu lire, depuis quand même pas mal de temps, j'ai même l'impression que c'est Arkin qui se débrouille le mieux, où on a vraiment beaucoup de petits exemples de « il est malin, il gère bien ses forces, il se jette pas
tête baissée dans la bataille en criant, et il a vraiment ce rôle de chef de guerre, et au final, je trouve que ça colle très bien, parce que quand on est sur une force aussi disparate que la Black Legion, où chaque légionnaire de base est un fanatique de 2,20 m qui est prêt à tout tuer pour les dieux sombres, ou pour son maître Abaddon, ainsi de suite, c'est quand même assez difficile de coordonner tout ça. Donc il faut un charisme assez énorme, et il faut aussi des compétences de gestion. Et ces compétences de gestion, on sent qu'Arkin les a, et on sent que c'est pour ça qu'il a cet emplacement dans la chaîne de commandement, le bras droit d'Abaddon. Et honnêtement, c'est assez plaisant qu'on soit pas justement sur un personnage trop basique. Donc voilà, moi ça m'a fait changer d'avis sur Arkin, où j'avais cette image un peu brutale, mais en fait il est rusé aussi, hein, un petit peu comme brusé ou brutal, ou brutal mais rusé, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vrai que chez les orques, bon, voilà, c'est celui qui tape le plus fort qui gagne. Là, c'est pas forcément celui qui tape le plus fort, c'est aussi celui qui est le plus malin. Alors, l'appel de repli général qui a été lancé par Junit, il a été entendu bien sûr par Nardes, c'est-à-dire le maître de la 3e compagnie des Guardians of the Covenant, et comme justement il était en train de rejoindre les forces impériales, parce que la voix de l'empereur, qui était le canon orbital qu'il défendait, étant donné qu'il est tombé, et bien voilà, là c'est un peu plus cohérent, enfin du coup voilà, il laisse tomber, et puis il va rejoindre en fait les forces, et cette fuite, il l'a fait de façon très ordonnée. Alors même si c'est une fuite, c'est vraiment un repli stratégique, encore une fois, et il va essayer d'attirer et d'appâter les forces renégates de Mandragore. Et c'est ce qui va se passer, étant donné que le canon a été détruit, eh bien les chevaliers renégats de Mandragore vont vouloir la curer. Donc qu'est-ce qui reste? L'espèce marine en fuite, eh bien on va les poursuivre. Sauf que les forces les Guardians of the Covenant sont très mobiles et réussissent à maintenir la distance avec les chevaliers, donc les dogs qui courent assez vite, bien sûr, au devant des chevaliers un petit peu plus costauds. Et en fait, c'est le but de Nardes. Nardes va créer différents petits groupes de combat très efficaces, très spécialisés, qui vont se couvrir mutuellement sur leur retraite et vont faire en sorte de faire tomber dans des pièges les dogs. Et ils vont réussir à abattre. Alors, il n'y a pas de... Il y a très peu de chevaliers qui tombent, il y a toujours que des dogs. Je me demande pourquoi ils accentuent autant sur les dogs, si ce n'est pour vendre des dogs parce que la figurine du dog est un peu plus récente, peut-être, je ne sais pas. On va pas supputer de ça encore, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils vont avoir un impact et ils vont réussir à faire tomber dans leur piège quelques membres de la maisonnée de Mandragore. Autre chose, c'est que vous vous rappelez, donc on a le baron Commodar, voilà, j'ai du mal avec ce nom, donc Commodar, et puis la comtesse Caliganus, eux se sont alliés, bien entendu, secrètement, et on peut imaginer peut-être que s'ils laissent aussi libre cours à la fureur de toutes leurs maisonnées, c'est peut-être aussi parce que dans le tas, ils vont éliminer quelques seigneurs. Et ça, on nous le dit que certains seigneurs, ou membres en tout cas de leur parenté, eh bien, se sont fait détruire par les forces rapides de Nardes. Et voilà, alors... On ne nous dit pas que c'était leur volonté, mais moi je peux supposer que c'est assez intéressant de se dire que comme ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils allaient faire une nouvelle maisonnée rien que pour eux, pour être justement les dirigeants, on peut imaginer que dans leur parenté, il y en a qui ne soient pas d'accord, parce qu'ils veulent aussi le pouvoir, etc. Et les éliminer comme ça, subtilement, en disant « Ah tiens mon frère, vas-y, va attaquer là-bas, si, non, vas-y, non, c'est pas grave, vas-y. » Vous voyez, qui est comme ça une sorte de faire disparaître un petit peu les contestataires ou les futurs opposants, voilà, et voilà, et c'est vraiment cette notion-là qu'on a, c'est ce qu'on avait chez Arkin, on l'a aussi chez Mandragore, et c'est typique des forces du chaos, c'est vous êtes alliés tous ensemble pour un but commun, mais où chacun est indépendant, où chacun a envie d'être chef à la place du chef, et forcément, leurs plus grands ennemis, c'est leurs meilleurs amis. Et donc, étant donné que Mandragore quitte la zone de la voie de l'empereur, de ses canaux orbitaux, vous vous rappelez que vous avez la Légion Tempestor. La Légion Tempestor, elle s'est fait comme objectif de détruire justement la maison Mandragore, et les voyant s'enfuir, ils se mettent à les poursuivre. Alors, on peut imaginer que les titans, quand même, sont moins rapides que les chevaliers, ça paraît assez logique. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'ils voient qu'il y a encore Chorkan. Chorkan, vous savez, c'est le prince démon qui a aidé, en fait, la maison Mandragore à détruire ce canot orbital. Leur honneur leur dicte de quand même essayer de tuer un peu plus de démons, et ils vont envoyer en fait toute une volée de missiles sur les forces de Chorkan. Donc il y a bien sûr plein de démons qui sont vaporisés, mais on nous dit que la plupart se relèvent,
Alors là, t'as pas envie de vendre des titans, quoi. Enfin, bon, ok, moi j'ai un amour pour Adeptus Titanicus et les titans, et là j'avoue que leur inefficacité, elle est assez folle. Je m'emballe un petit peu, mais vraiment, quand vous lisez le livre, leur honneur leur dicte de tirer, ils tirent, ils envoient plusieurs salves, etc. Et en fait, quasiment, t'as vraiment l'impression que tous les démons se relèvent. Ce qui est assez fou. Alors peut-être que, je sais pas, genre je veux dire peut-être qu'ils veulent vendre des démons, mais il faut que j'arrête de penser que le lore n'existe que pour faire vendre des figurines, ce n'est pas du tout ça, pas du tout. Mais je trouve que pour les titans, ils sont tellement diminués dans leur efficacité que ça devient vraiment fou. Le fait est que Chorkan, voyant justement ça, eh bien, va envoyer toutes ses légions contre le manipule de Titan. Alors le manipule, là, on n'a toujours pas de valeur, mais tout ce qu'on nous a cité comme nom de chevalier de Titan, on a un Warlord, 2 Rivers. On est toujours sur quelque chose de très très faible. Où sont les Warunes pour garder les flancs, ce genre de choses. Bon, après, on peut imaginer que c'est vraiment les restes de la Légion Tempestor, mais ça n'a jamais été présenté comme ça. Ça a plutôt été présenté comme un manipule de Tempestor. Donc voilà. Et ils vont attaquer, et bien sûr, là, nouveau combat qui se profile, où eh bien, les Titans s'arrêtent, se mettent en position de combat, ne vont pas poursuivre Mandragore, et vont se retrouver engagés avec les forces des démons. Là, je trouve que on est sur tactiquement une défaillance, parce que si le but c'était, enfin si la Légion Mandragore, enfin si la maison Mandragore pose tant de problèmes, et on voit que ça pose vraiment beaucoup de problèmes, une force très mobile, les Titans étaient normalement le contre pouvait justement s'en occuper, mais là il s'engage juste par fierté à attirer l'attention de Chorkan. Chorkan vient les voir, et puis du coup ils vont se retrouver empêtrés dans ce combat là où forcément ils sont un peu moins adaptés, parce qu'ils sont beaucoup plus adaptés à détruire des machines renégats, des chevaliers renégats, plutôt qu'une nuée de Nurgling ou ce genre de choses. Alors on nous parle quand même un petit peu de la zone d'extraction, qui est un endroit qui va permettre d'accueillir les vaisseaux des vaisseaux de débarquement, mais là du coup ça va être des vaisseaux d'extraction, mais je pense que c'est les mêmes vaisseaux, sauf que ça dépend, hein. Si vous allez attaquer, c'est des vaisseaux de débarquement, et quand vous êtes plutôt en train de vous enfuir, c'est plutôt des vaisseaux d'extraction, mais j'avoue c'est les mêmes vaisseaux, bien évidemment. Et l'idée c'est que le fait que la plupart des zones soient détruites par les forces du chaos à cause du bombardement, ça va leur faciliter un petit peu les choses, parce qu'il y a des plus grandes zones qui permettent l'atterrissage des vaisseaux. Alors, on a beaucoup d'appels des forces impériales qui demandent de retarder le plus possible l'évacuation pour regrouper le maximum de soldats. Maintenant qu'on a décidé d'abandonner cette zone, on va essayer de regrouper un maximum, de sauver un maximum de forces militaires pour justement relancer une contre-attaque ou essayer de garder le plus de forces actives. Mais Junit pense que ça ne va pas suffire, et même elle a peur que le peu de vaisseaux disponibles soit un frein et qu'il faille faire un tri. Donc au final, il y a une sorte de gestion comme ça de qui peut venir, qui va avoir le temps d'arriver, parce que ce qui lui manque au-delà des transports aussi, c'est bien sûr le temps. Alors les forces de la Black Legion évidemment et des Night Lords qui sont là ont vu cette fuite de Junit vers cette zone-là, ont bien sûr entendu le message de repli, donc ils savent ce qu'elle est en train de faire. Et en fait là, il y a eu 2 choix. Arkin, lui, il sait très bien que Junit, c'était aussi une proie assez tentante, mais il préfère s'occuper de la prise stratégique de cette zone de commandement, parce que dans ce bastion, on nous dit qu'il y a d'énormes secrets qui sont gardés depuis longtemps, et qu'il y a en fait beaucoup d'artefacts révérés, etc. Et il y a vraiment une notion de, ce n'est pas simplement le poste de commandement qu'il a envie de prendre, mais c'est aussi toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Et là, il y a une notion vraiment de l'information qui est très importante, qui est mise en avant, et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est rarement le cas. On a rarement cette quête de l'information des forces du chaos, c'est souvent plutôt de l'attrition ou de la conquête de territoire, mais rarement de la conquête d'informations, et là c'est vraiment le cœur des choses. Autre chose, il se dit que, je vous l'ai déjà dit, mais il se dit qu'il va préférer justement offrir ceci à Abaddon plutôt que simplement Junit, parce que ses ressources sont plus précieuses qu'une victoire sur un personnage héroïque. A l'inverse, le Seigneur des Night Lords, lui, il pense que c'est sa chance, et réussir à avoir comme trophée la tête de Junit, il va pouvoir l'offrir à Abaddon et montrer la force des Night Lords. Donc on a cette séparation entre les Night Lords qui vont poursuivre Junit et la Black Legion qui va continuer à attaquer à l'intérieur du bastion. Les forces
loyalistes sont aidés encore une fois par Sainte Célestine. Et là, on sent bien que Sainte Célestine donne le maximum pour empêcher les forces des Night Lords de justement rejoindre Junit. Parce que sans Sainte Célestine, eh bien, les Night Lords étant beaucoup plus rapides, ils auraient pu les rattraper et puis au fur et à mesure détruire complètement cette force-là. Mais Sainte Célestine, encore une fois, avec ses colombes aux ailes de neige, réussit. Alors, on nous dit que c'est un peu dur. Elle saigne, elle est blessée, elle est brûlée, sa chair est brûlée, mais elle continue à se battre et elle utilise vraiment le maximum pour donner la foi et transmettre son énergie à toutes ces sœurs de bataille. Et malgré les pertes assez importante, elle réussit à retenir les Night Lords. Voilà. Alors, de l'autre côté, la maison Mandragore, elle, elle va laisser tomber la poursuite contre les Guardians of the Covenant parce que, bon, ils ont bien vu que c'était plus ou moins un piège, ils ont bien vu que de toute façon, ils ne pouvaient pas les rattraper et que ceux qui se rapprochaient trop étaient détruits. Donc, on va revenir en arrière. Et pourquoi ils vont revenir en arrière? C'est parce qu'ils ont noté aussi que la Légion Tempestor a engagé le combat contre les démons. Et en fait, c'est quand même un petit peu juteux de se faire une légion titanique. Donc la maison Mandragore revient et voit que justement les titans Tempestor sont pris à partie par cette nuée de démons et ils vont faire tonner leur corps afin de faire fuir l'ensemble des démons parce que c'est leur prise de guerre. Ils veulent être ceux qui vont détruire la légion Tempestor. Et ce qui se passe, c'est que tous les démons les ignorent complètement, ils n'en ont rien à faire et ça ne change absolument rien. J'aime bien ce petit passage parce que ça montre que, en fait, encore une fois, au sein du chaos, les démons et Shorkan, les maisons Mandragore, ils n'ont rien à battre. Donc du coup, il va pas du tout s'écarter et au contraire, on a donc un premier River qui va succomber parce que ses articulations sont rongées par les démons du chaos, donc il va s'effondrer. Ensuite, on a une série de démons qui s'infiltrent à l'intérieur de la carapace de l'autre River et qui va tuer son équipage à l'intérieur. Et enfin, dernière action, on a un buveur de sang qui s'élance sur la tête du Warlord et qui commence à entamer le blindage. Et ce qui se passe, c'est que le Princept, du coup, va décider... le Princept Drantor, voilà, il va pousser ses réacteurs du Warlord parce qu'il sait que de toute façon c'est perdu, ce combat est perdu, donc autant emporter le plus de monde et il va faire détonner son réacteur à plasma. On a souvent la mort des titans qui est rendue de cette façon-là et en emportant le maximum de démons avec lui, donc voilà, énorme boule d'énergie qui fait disparaître quelques forces. Et c'est tout pour la Légion Tempestor. Et franchement, ça me déçoit. Encore une fois, c'est pour ça que peut-être j'étais encore un petit peu négatif avant, mais c'est parce que j'avais lu cette partie-là. Et la Légion Tempestor, leur acte est insignifiant. Ils ont dégommé 2 dogs et des démons qui réapparaissent. Donc ils ont vraiment, c'est un gâchis. Vraiment, le Princept Dantor, il a vraiment mal géré son manipule et je trouve que c'est un gâchis énorme de faire perdre ces titans comme ça. Après, ça permet peut-être aussi de remettre en parallèle ce que c'est qu'une machine divine, un titan, et puis au final une nuée de démons. Et se dire que c'est vrai qu'une machine aussi colossale soit-elle, va peut-être pas faire le poids contre des démons. Et en fait, c'est toujours un peu le pendant, c'est toujours, on a envie d'avoir une échelle de valeur et se dire, ok, il y a un garde impérial, ok, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ah, il y a les forces d'élite, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Predator, ça classe. Et puis après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Un Thunderhawk, ah ouais, ça c'est classe, Thunderhawk. Et puis après, un Warhound, ah oui, un Warlord, oh là là, un Impérator. Bon, il n'y a pas d'Impérator là. Heureusement, ils n'ont pas perdu un Impérator là-dessus. Enfin, bon. Mais vous voyez, cette notion comme ça de valeur, je trouve que là, elle est complètement... c'est comme le canon. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, du côté impérial, mais même Sainte Célestine, en fait, on a vraiment l'impression que les troupes de l'Imperium, elles sont peu compétentes, tout simplement. Elles sont peu compétentes. Junit n'a pas la présence d'esprit de savoir qu'elle va tomber dans un piège d'Arkin, donc elle va aller se sacrifier. Hormis Sainte Célestine, voilà, qui est la vision de l'empereur, où l'empereur fait j'interviens. Peut-être que c'est ça en fait, peut-être que l'empereur doit intervenir en personne à travers Sainte Célestine, parce qu'il voit que c'est pas fou ce qui se passe. Même les Guardians of the Covenant, espèce marine, ils n'ont pas réussi leur mission de défendre. Alors même si ils ont quand même une retraite organisée et que c'est pas la débandade complète, c'est quand même pas fou. Et puis vraiment, là, la Légion Titanique, moi, j'aime bien les titans, c'est pour ça peut-être que ça me touche un peu plus, mais c'est vraiment extrêmement décevant.
Alors comment ça va se terminer? Avec les dernières navettes, donc on a bien sûr les forces de Junit qui réussissent à se faire évacuer. Sainte-Célestine a retardé le plus possible. On nous dit qu'il ne reste qu'une douzaine de sœurs de bataille qui restent de son escouade, de sa force. On ne nous parle toujours pas des colombes, hein, parce que c'est important les colombes. Et le mec il focus. Et ce qu'on nous dit, petit passage un petit peu sympathique, c'est qu'on nous dit qu'elle a le bras cassé, elle a beaucoup de plaies, le visage complètement brûlé sur un côté, et que son sang coule assez abondamment sur eh bien, la rampe d'accès de la dernière navette, parce qu'elle a été la dernière à rentrer, et on nous dit que dans un temps certain, eh bien, ce sang serait récupéré, ces flaques qui formaient le sang sacré de la hiéromartyre, de la parole de l'empereur, de la volonté de l'empereur. Donc c'était vraiment, ces taches de sang seraient un icône pour la suite de l'aventure. Donc voilà, on verra si c'est gardé ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un petit passage qui était assez sympathique et qui remettait bien en relation en fait le fait que elle représente une entité majeure dans le lore de Warhammer 40 000 et à tel point qu'elle représente peut-être une part de l'empereur et que forcément son sang est extrêmement sacré et que si elle saigne, bah oui, on va récupérer son sang, on va sacrifier beaucoup de choses pour le récupérer parce que c'est le sang de la sainte vivante. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus, voilà, tout le monde réussit à s'envoler. Alors il y a quand même un soutien aérien, on nous dit qu'il y a des chasseurs et des bombardiers qui protègent les navettes d'extraction et que ça réussit à tenir à distance en fait l'effort de la Black Legion. Donc on peut se demander où étaient ces bombardiers et ces chasseurs depuis le début de la bataille. Voilà, ça c'est voilà le petit le fait que on nous a présenté vraiment cette dernière zone, la conurbation alpha, comme le dernier point de rassemblement, là où on allait faire la défense de la planète. Et puis au final, bah, on s'aperçoit qu'il y a sans doute d'autres zones à côté, parce qu'il y a des bases qui ont pu envoyer des renforts, ou en tout cas des vaisseaux d'extraction, qu'il y a une force aérienne encore, avec des chasseurs, avec des bombardiers, et qu'ils ont un impact en plus très réel, et qui vont tuer énormément de légionnaires du chaos. Donc voilà, où viennent-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Eh bien, on ne sait pas, mais l'histoire continue. Pour la dernière scène, on se retrouve avec Arkin, qui a pris possession en fait du stratégium, donc c'est-à-dire vraiment l'endroit de commandement principal de la forteresse. Il est entouré de tous les seigneurs du chaos, la plupart physiquement, et il y a aussi une entité qui représente Chorkan. Cette entité assez étrange, très portée sur le côté un peu Tzeentch des choses. Donc il y a plein d'yeux en fait sur son corps, des bouches qui changent, des visages sur les côtés, voilà. Et Arkin eh bien, a enlevé son casque, il a son casque à la ceinture, et il regarde autour de lui, donc il voit que le stratégium, eh bien, a bien sûr plus vraiment l'air d'être très efficace, tout a été détruit, la plupart des impériaux ont saboté avec des virus autoréplicants toutes les données, mais ils n'ont pas réussi à être assez rapides, et en fait le mécanicum noir qui était là, eh bien, a réussi à c'est un comble en fait, mais ils ont réussi à enlever les virus pour réparer toutes les données et récupérer vraiment les données. Il y a vraiment cette sensation que les données sont très importantes, encore une fois, et puis surtout, ça a permis de couper le contact entre l'Imperium et Sangatera. Parce que c'était dans cet endroit qu'il y avait aussi le cœur astropathique, et bah voilà, il n'y a plus moyen de communiquer, donc demander des renforts ou quoi que ce soit, et c'est une victoire vraiment tactique extrêmement importante. Ensuite, eh bien, il voit son aide de camp principal qui vient lui dire « Monseigneur, les forces impériales ont essayé de nuire, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites et cela va nécessiter énormément de temps pour le réparer. Et je vais m'engager moi-même à essayer de le faire le plus rapidement possible, mais il faut absolument que je sois là, que je travaille le plus longtemps possible sur cette réparation qui va nécessiter énormément de pièces. » Et on voit que au fur et à mesure, eh bien, il y a les serviteurs qui apportent en fait des nouveaux éléments. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on va changer le décor. Il commence par changer le décor, c'est-à-dire que tous les signes ostentatoires de l'Imperium, tous les aigles impériaux, ce genre de choses, sont soit bafoués, soit arrachés. Et voilà, on commence par changer le papier peint. Voilà, avec toutes ces décorations. Et puis, ce qui est assez pratique, c'est qu'il y a tous les défenseurs qui sont morts, tombés au sol, et on va pouvoir utiliser directement leur ossement. Donc, on les décapite, on prend leur crâne, et puis on les met dans des alcôves, on met les symboles du chaos dessus, afin que l'ambiance soit un petit peu plus chaotique. Maintenant, Arkin regarde
son aide de camp et lui comprend tout de suite. Il a un petit bouton sur sa manchette, il envoie une petite impulsion et tous les serviteurs spread un signal de douleur qui leur indique que c'est le moment de quitter la pièce. Donc tous quittent la pièce et là Harkin, une fois qu'ils sont sortis, se retourne vers ses seigneurs en disant « Voyez à quel point nous avons triomphé, notre victoire est quasiment totale, Abaddon a exigé la prise de la capitale et nous allons lui offrir cette capitale-là. » Malgré tout, certains parmi vous n'ont pas été très honnêtes et certains ont essayé de placer leurs valeurs au-dessus de celles d'Abaddon. Mais ils ont été châtiés. Et on a en fait les seigneurs qui se regardent comme ça un petit peu, et Harkin décroche son aume et le jette sur la table. Et en fait, là, on s'aperçoit que ce n'est pas son aume à lui, et c'est l'aume d'un autre seigneur qui avait été envoyé combattre une force d'orques. Mais en fait, il n'y a pas de trace de combat, simplement une déformation. Et ce casque, eh bien, rappelle en fait le visage du seigneur. Simplement, c'est assez étonnant parce que ce seigneur-là avait pour habitude de ne jamais avoir de signe ostentatoire. Il était très sobre dans son équipement, et là les traits apparaissent sur son visage, et finalement les seigneurs commencent à comprendre que c'est son propre visage qui a fusionné avec le casque et qu'il est horriblement déformé. Il n'y a qu'une seule chose qui arrive, qui n'a pas subi une déformation, c'est la marque de Tchorkan. Et là, ils comprennent et ils se retournent vers l'entité de Tchorkan, et on a Tchorkan qui sourit, alors d'abord de façon horizontale, après de façon verticale, et différents visages encore apparaissent, et ses yeux rigolent, et on sent en fait un sentiment de satiété qu'il transmet aux autres. Et les seigneurs reconnaissent en fait les yeux et prennent conscience que la plupart appartenaient aux seigneurs justement qui ont reçu la marque de Tchorkan. Et c'est là où Harkin s'exprime et dit « Tous ceux qui ont trahi ont reçu cette marque de Tchorkan parce qu'ils ont placé leur ambition au-dessus de celle d'Abaddon, et Tchorkan a payé son prix et a reçu sa dotation avec ses seigneurs. » Et les autres seigneurs prennent conscience que, bien sûr, tous les traîtres ont été aspirés par Tchorkan et se sont transformés en cet amalgame. Donc on voit des côtes qui sortent, enfin vous voyez vraiment un amalgame de tous les seigneurs qui étaient là jusqu'à présent. Et on entend le rire du démon qui finit par se noyer. Et les autres, en fait, regardent autour d'eux, et on a le seigneur des Night Lords qui dit « Mon seigneur, vous les avez livrés ? Vraiment tous ?» Et en fait, il y a un petit sourire sur son visage, et Harkin dit oui. Tous ceux qui voulaient trahir ont été éradiqués. Il n'y a plus voie à la méfiance entre nous. Nous pouvons nous faire confiance. D'ailleurs, je vais vous envoyer mes fidèles pour éradiquer l'ensemble des cités qui sont encore en résistance. Il faut que notre éradication soit vraiment la plus totale, afin qu'il n'y ait plus aucune force une force impériale dans la partie nord. Alors là, il y a vraiment cette notion de... Maintenant, on parle de la partie nord. Donc on peut imaginer que les prochains combats et que Junit, tout ça, ils sont partis dans la partie sud. Mais il faut que la partie nord appartienne complètement aux forces de la Black Legion. Et Harkin décide que chaque troupe va être envoyée sans qu'il y ait de support de la Black Legion. C'est-à-dire qu'on va envoyer Mandragore tout seul, on va envoyer les Night Lords tout seul. Et ça, c'est un signe fort. Encore une fois, un signe fort pour Harkin pour dire « Il n'y a plus voie à la trahison. Je vous fais confiance. Je ne vais pas vous superviser avec mes propres guerriers. » Donc c'est signe que la trahison n'a plus lieu d'être. Voilà. Et donc les différents seigneurs vont accomplir leur mission, sortent un petit peu de la pièce, et ils restent seuls avec un appareillage. Donc cet appareillage qui est caché dans une fond de pièce, eh bien c'est un amalgame mécanique, organique, en train de gargouiller, et il se rapproche. Il s'adresse à la machine en disant « Tu vas m'aider à atteindre le commandement du secteur. Tu contiens encore de nombreux cryptages, mnémocodes, noms, chiffres, plans, tout ce qui me permettra de débloquer toutes les portes jusqu'à ce que ce secteur appartienne au maître de guerre. » Et en fait, on voit que l'entité auquel il s'adresse, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que le seigneur amiral Prissa, qui était un des amiraux qui avait vraiment dans le piège de Nashmoon, c'est-à-dire vraiment la zone d'espace entre Vigilus et entre Sangatera, et qui avait causé énormément de dommages. Donc c'est un personnage assez important. On nous avait parlé un tout petit peu avant. Là,
elle est là, et en fait, il l'a transformée en une sorte de machine démoniaque. Alors, la description, elle est assez horrible, hein, bon, je vois des fragments d'organes, du cartilage, de fines mèches de cheveux gris, une profusion de runes de sang, du métal, des os broyés, des tatouages, des rouages, etc. Donc voilà, il l'a gardé afin de l'utiliser comme une clé pour débloquer les défenses de l'Imperium. Alors, est-ce que j'en ai besoin ou pas? On imagine oui, mais on imagine que déjà, sans cette clé-là, il a quand même réussi à faire énormément de choses, mais là, on imagine que, du coup, ce gain-là, c'est ce qui était vraiment extrêmement important. Alors, il l'a amené à cet endroit-là. Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer pour la suite. Voilà, là, en tout cas, la partie lore du livre s'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? On peut imaginer que, bien sûr, cette conquête va se propager. Alors, est-ce que les forces encore loyalistes sur Sangatera vont réussir à endiguer les forces de la Black Legion? Sûrement pas. Ils ont quasiment tout perdu, il leur reste presque rien. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer sans doute des renforts. Enfin, je vois pas comment ça peut passer par autre chose que ça. On se rappelle qu'il y a Cartovalnus qui, lui, veut faire une sorte d'exterminatus sur le piège de Nashmoon. Donc, c'est-à-dire faire un effondrement de cette voie de communication entre l'Imperium Sanctus et l'Imperium Nihilus. Donc, il est prêt à sacrifier quasiment l'ensemble de l'Imperium Nihilus pour protéger Terra. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que au sein des Inquisiteurs, il y en a un qui va avoir justement un magnifique dispositif? Voilà, on ne sait pas trop. On peut imaginer peut-être des renforts, une croisade Indomitus ou, je ne sais pas, on a quelqu'un à parler des Black Templars, ouais, pourquoi pas les Black Templars, enfin, on ne sait pas, une autre force. Après, l'intérêt aussi, c'est que les Black Templars, c'est ceux qui sont le plus croyants en Sainte Célestine. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit lien entre Sainte Célestine et les Black Templars, parce que c'est les Black Templars qui ont accompagné justement Sainte Célestine quand elle est apparue pour faire revenir au bout de Guilliman, etc. Donc étant donné qu'eux ont une foi vraiment plus grande dans l'empereur, eh bien la Sainte Vivante est reconnue, alors que d'autres forces de Space Marine plus pragmatiques ne considèrent pas forcément tous, enfin ça va dépendre, mais il y a moins cette notion fanatique religieuse, en tout cas. Mais voilà, donc après, sur la suite, sur la question que je vous ai posée, est-ce que vous pensez que ça va se passer quelque chose ou pas? Moi, je pense que la réponse, c'est il se passe pas grand-chose, hein. On est encore sur une campagne très ouverte où simplement, voilà, les forces de l'Imperium se sont retrouvées assiégées, elles se sont battues, un peu moins vaillamment que d'habitude, ça, c'est quelque chose qui est à noter, mais voilà, elles ne sont pas vaincues, Saint-Célétine est arrivé pour maintenir un semblant de stabilité, permettre à tout le monde de s'enfuir. Junide, bien sûr, n'est pas décédée, hein, personnage emblématique avec une jolie figurine. Elle ne pouvait donc pas mourir. Arkin, grand seigneur, hein, Arkin, là, il a accompli tout ce que Abaddon lui a demandé, même plus, il s'est fait inquiéter aucunement, tout s'est passé comme il l'avait prévu, il s'est débarrassé des seigneurs récalcitrants. Bon, bah voilà, on peut dire victoire du chaos, mais victoire du chaos qui n'a pas encore permis d'avoir complètement la planète, parce qu'il reste ces petites poches de résistance. Maintenant, vous me direz, à quoi servent ces poches de résistance si déjà, quand ils étaient dans la capitale, avec toute leur défense, ils n'ont pas réussi à arrêter l'armada d'Arkin, quand Abaddon, parce que je vous rappelle qu'Abaddon, il arrive derrière, hein. La flotte d'Arkin, elle est juste là pour ouvrir la voie, créer une tête de pont. Bah, cette tête de pont, c'est pas l'ensemble des forces de la Black Legion. Donc, quand l'ensemble de la Black Legion va arriver, ça va être très compliqué. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu. Est-ce qu'on va avoir un deuxième livre qui sortira bientôt, qui sera la suite du piège de Nashmoon? Sur le côté du bouquin, il n'y a pas de numéro. Des fois, avec Chico Kning, comme ça, il y avait un petit numéro, genre numéro 1, numéro 2. Donc là, on sait qu'il y a un autre bouquin. Là, moi, j'ai aucune information, donc je ne sais pas. Je reste un petit peu sur ma faim, un petit peu, j'imagine, comme vous, parce que au final, on a eu du combat, on a eu des choses qui se passent, mais sans que ça ait un impact réel. Voilà, les forces de Vigilus ont été battues. Maintenant, on est passé sur Sangatera. Sangatera est sur le point de tomber. La capitale est tombée. Abaddon va arriver. Le Planet Killer. Moi, j'avoue, quand on me parlait du Planet Killer qui était en orbite, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, rien. Bon, voilà. Donc, voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Mais après, c'est un peu toujours le problème avec les livres de croisade. C'est qu'à chaque fois, on nous place des choses, mais on va pas beaucoup plus loin. C'est simplement, on nous place des théâtres de guerre. Et en fait, il faut se rappeler que c'est ça l'essence même de ces livres-là, c'est pour mettre un contexte militaire, pour que on puisse se projeter et se dire, tiens, je me bats dans la zone Néphilim, je me bats dans le Nexus Paria, je me bats dans le piège de Nashmoon, et puis voilà ce qui se passe avec des personnages emblématiques, sans pour autant que
l'histoire avance vraiment beaucoup. Voilà. Bon, en tout cas, on va en rester là. Prochaine vidéo, je pense, ce sera sur les Emperor Children. En tout cas, bah, j'espère quand même que malgré tout, ceci vous a plu. On va quand même pas cracher sur le plaisir d'avoir du lore qui avance, même si c'est vrai que ça avance en faisant du surplace. On mouline un petit peu. Moi, j'aime bien quand ça avance et qu'on apprend vraiment des choses. Là, bon, voilà, c'était quand même assez faible. Il y avait quand même quelques petits passages sympas. Je pense que là, vraiment, le but, c'était de développer Arkin. Arkin, pour moi, il a gagné vraiment beaucoup plus de profondeur que ce que j'imaginais avant. Et rien que pour ça, c'est quand même assez sympathique de donner du volume comme ça sur un personnage malgré tout, reste assez récent dans les personnages comme ça qui apparaissent. C'est le cas aussi de Junit, hein, c'est peut-être ça l'idée aussi, c'était, on a 2 personnages qui sont apparus récemment, voilà, on va leur donner un petit peu de matière pour qu'ils aient de l'historique, tout simplement. J'espère que ça vous a plu quand même, hein. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, et puis encore une fois, hein, merci à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent aussi les vidéos, ça peut faire plaisir de partager les vidéos, et puis rendez-vous une prochaine, à bientôt, salut à tous.